population générale, il y a des contraintes. Ces gens risquent de faire des problèmes cardiaques, ils risquent de faire des problèmes de phlébite. À la grande époque du dopage, j'ai fait ma médecine du sport il y a une vingtaine d'années à l'INSEP, notre prof nous racontait qu'il réveillait toutes les 2 ou 3 heures les cyclistes pour les faire pédaler, parce que sinon ils faisaient des phlébites. Okay. C'est quoi une phlébite déjà? Phlébite, c'est un caillot, on verra ça tout à l'heure, un caillot qui, à cause du ralentissement du sang, va venir se placer en règle générale au niveau du mollet. C'est quelque chose que vous pouvez très bien faire aussi en avion, par le fait que vous ne bougez pas du tout. Donc c'est un caillot qui se forme au niveau des membres inférieurs. Et pour les liposuctions, c'est dû à la circulation. Liposuction, c'est pas des phlébites, c'est des embolies graisseuses. C'est des embolies graisseuses, les liposuctions. C'est exceptionnel. J'ai eu plusieurs cas en expertise. C'est pas des phlébites. Ils peuvent les faire longtemps après, par le fait qu'ils sont alités à 24 heures, mais en général, c'est des embolies graisseuses. Le résultat est le même. Et c'est fréquent quand on fait la liposuction, c'est fréquent? Alors, non, c'est exceptionnel, ça fait partie, c'est vraiment un aléa exceptionnel, mais enfin, j'ai dû, comme urgentiste, j'ai dû en voir 3-4, je crois en avoir vu 2 en expertise. Ah oui. En général, c'est des femmes qui sont en surcharge de poids, qui sont en général, qui ont plus de 30 ans, c'est redoutable. Mais pour l'avion, c'est pas exactement la même chose, parce que l'avion, c'est dû à la pression, non? Non. Quand vous êtes dans un avion, vous avez une altitude de cabine qui est de 2500 mètres. Ça représente 90% de l'oxygène ambiant. Donc si vous n'avez pas de problème cardiaque, normalement, c'est très bien toléré. C'est comme ça qu'on l'a défini. Ça permet d'avoir une certaine légèreté de l'air. On voit bien qu'on gonfle quand on sort, mais gonfler quand on sort de l'avion. C'est l'immobilisation. C'est le même principe. C'est le fait, vous avez à partir, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la classe économique. Le fait que vous soyez assis dans un avion, ça a été décrit, il y a des gens du SAMU 93 qui ont décrit ça pour les atterrissages à Roissy. Ce sont des vols transatlantiques qui duraient au moins 5 à 6 heures. Les gens qui ne bougeaient pas, les gens qui avaient pris un médicament pour dormir, en particulier des femmes fortes, avaient tendance à constituer des embolies, des phlébites, et elles ne s'en apercevaient pas tout de suite, ou elles faisaient l'embolie pulmonaire dès l'instant où elles bougeaient, ou elles faisaient ça dans la journée ou le lendemain. C'est bizarre parce que quand même, c'est normal quand que on vous fait des trajets en voiture, on ne gonfle pas comme en avion. Parce que vous bougez. Bah non, on ne bouge pas quand on est en voiture. Si vous bougez quand vous êtes en voiture. Bah on est assis. Hein. Oui, mais pas de la même manière. Vous pouvez bouger dans une voiture. On peut bouger les gens. C'est le syndrome de classe économique. Donc ça veut dire un long trajet en voiture vous déclenche aussi ce genre de choses. Un long trajet en voiture, c'est décrit. Là, vous avez une augmentation de la fréquence des coliques néphrétiques, une augmentation de la fréquence des embolies pulmonaires. Chez quelqu'un qui fait un long trajet en voiture, chez quelqu'un qui est sujet à phlébite, on conseille le port de bas de contention. Donc même en avion, il faudrait mettre des bas de contention. Il faut mettre des bas de contention en avion. C'est ce que je mets. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais les militaires qui sont, que l'on envoie en Afghanistan doivent porter des bas de contention pendant le vol. Donc ça veut dire que c'est pour tout le monde pareil. Oui, tout à fait. Sinon, tu as des jambes d'éléphant. Non, vous allez forcément avoir, c'est pour ça qu'à fortiori, si vous vous déchaussez pas, vous allez vous rendre compte que vos membres inférieurs augmentent, la cheville. Et ça, c'est l'effet de la gravité. On en parlera tout à l'heure. C'est une gêne au retour veineux. Le matin, vous vous levez, vous êtes allongé, vous avez des petites chevilles. Dans la journée, vous allez vous mettre debout. Votre système veineux qui est fait de valvules qui permettent de remonter le sang tombe de plus en plus en panne avec le temps, avec l'âge et dans la journée. Les gens qu'on contraint, il y a des tortures qui consistent à laisser les jambes en 2 jours ou 3 jours debout, les gens ont des jambes poteaux à la fin. Donc le mieux c'est de lever ses jambes en fait, souvent mettre nos jambes en le... Dans un avion, ce qu'on vous conseille, c'est de bouger. Ouais, il faut faire le truc, c'est ça que je fais à chaque fois. Les gens malins le font, ou vous mettez les bas de contention. Surtout si vous devez prendre quelque chose pour dormir.
Moi, quand je fais un voyage assez conséquent, je prends systématiquement, surtout quand vous faites des vols où il n'y a pas de décalage horaire, que vous faites des vols de nuit, vous avez intérêt à prendre quelque chose, ou comme pour des vols retour, pour essayer de vous recaler un petit peu. Vous allez prendre des trucs comme du Movan ou du Stilnox, les trucs dont on parlait la dernière fois. Et là, à ce moment-là, il faut des voies de contention, parce que j'ai dû en voir, je pense, une dizaine en autopsie sur les 3-4 000 que j'ai fait. Et j'en ai vu, je me rappelle en particulier d'une femme qui avait pris un truc pour dormir. C'était un vol, elle venait des États-Unis. Elle prend un truc pour dormir. Elle dit surtout au personnel de bord, vous ne me réveillez pas. Quand elle est arrivée, on n'a jamais pu la réveiller parce qu'elle était pas comme ça. Mais on peut prendre aussi des petits cachets pour la circulation sanguine. Vous n'allez pas prendre des anticoagulants pour prendre l'avion. Oui, c'est bien ça. Non. Tu fais ça, Rachel? Surtout pas, je pense pas que vous trouviez un médecin qui vous fasse ça. On trouve ça à la pharmacie. Pas des anticoagulants. Oui, c'est sûr. Alors il y a les pattes de lapin aussi, mais c'est... Des pattes de lapin, non mais... Bon, on a parlé de tout ça, la membrane, l'alvéole, l'unité fonctionnelle. On passe assez rapidement là-dessus. Tout ça, c'est le développement de ce que l'on a parlé. Je vais vous parler de la régulation de la ventilation. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. C'est tout simple, en fait. Savoir comment on s'adapte. Alors, si vous avez un taux de gaz carbonique très faible, par exemple, vous êtes au repos et vous faites plusieurs grandes expirations. Donc, votre taux de gaz carbonique va diminuer. Votre fréquence respiratoire, par réflexe, elle va diminuer aussi. Vous ne pourrez pas empêcher ça. Ça va forcément ralentir la machine. A contrario, si vous avez une grosse quantité de gaz carbonique dans le sang, en circulation, par exemple, vous venez de faire un effort très soutenu, vous venez de monter 3-4 étages avec quelque chose sur le dos, là, à ce moment-là, spontanément, et c'est bien logique, tout le monde s'en est aperçu, vous allez avoir, la fréquence respiratoire qui augmente, vous allez aussi avoir la fréquence cardiaque qui augmente, vous allez aussi avoir la pression artérielle qui va augmenter. Mais la première adaptation, ça va être d'éliminer le gaz carbonique. Encore une fois, parce que c'est ça qui est essentiel. Le stimulus, l'augmentation, l'accumulation de gaz carbonique, c'est véritablement le problème. Deux autres situations qui sont un petit peu plus rares. Un taux d'oxygène très bas. Imaginez un nourrisson, par exemple, qu'on met sous une cloche à oxygène. Imaginez un insuffisant respiratoire à qui on met une grosse quantité d'oxygène au niveau de la face. Sa fréquence respiratoire va s'élever spontanément. Pour le nourrisson, ça pose problème. Pour l'insuffisant respiratoire, ça pose problème parce que ça va lui faire fournir un gros effort en plus. Et à ce moment-là, très souvent, ce gars, il va décompenser brutalement. Une situation un petit peu plus fréquente, c'est un petit peu moins fréquente, pardon, c'est l'augmentation de la quantité d'oxygène dans le sang. Par exemple, quelqu'un qui est exposé à une ambiance très, très riche en oxygène. Vous connaissez des situations comme ça? Une augmentation de la concentration d'oxygène? Dans les montagnes? Non, ça baisse au contraire. Ah, ça baisse. Vous avez 70% à l'altitude du Mont Blanc, vous avez 20-25% à l'altitude de l'Everest. Il y a une seule situation que je connaisse, c'est... Oui, il y a les... Ouais. Non, il y a une situation en particulier, c'est les casinos américains. Les casinos américains? Dans les casinos américains, on augmente la teneur en oxygène de façon à favoriser un effet d'euphorie. L'euphorie, ce que j'ai dit. Non. Mais c'est légal? Aux États-Unis, oui. C'est fou. En fait, on shoot les gens, alors Modérément. Je ne sais pas à combien ils ont droit, mais ils ont droit qu'à un peu. Je ne sais même pas encore si c'est encore vrai. C'est illégal. C'est pas un souci. Donc c'est un effet à limite relaxant. Oui, tout à Ouais, mais fait. justement, bah ouais. Ouais. Alors, où est-ce que ça se situe tous ces systèmes de régulation? Alors, les principaux systèmes de régulation, c'est ici, au niveau des glomus carotidiens, au niveau des carotides. Ok.
Vous en avez également en périphérie, au niveau des poignets. Je ne saurais trop vous conseiller, quand vous rentrez dans une eau très, très froide, comme c'est les mêmes récepteurs, de vous mouiller la tête, de vous mouiller la nuque, de vous mouiller le cou et de vous mouiller les poignets. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une bonne adaptation quand vous allez rentrer dans l'eau. Okay, ça paraît assez essentiel. Donc c'est à ce niveau-là que se situent les récepteurs qui enregistrent les teneurs en oxygène, en gaz carbonique, et surtout qui font des retours sur la température. La première cause de malaise dans l'eau, c'est la syncope thermodifférentielle. C'est quelque chose qui se produit quand il y a une grosse différence entre la température ambiante et la température de l'eau. Typiquement, l'enfant qu'on a fait attendre 2 heures, parce qu'il faut attendre 2 heures avant de se baigner, ou le gars qui est un peu alcoolisé, qui s'est endormi sur la plage et qui va se baigner. Voilà, c'est ça la syncope thermodifférentielle. C'est ça l'hydrocution. L'hydrocution, c'est pas médical. Hein. Ça n'a rien de médical. On ne trouverait pas hydrocution dans une revue médicale. Excusez-moi, vous avez dit les chemorécepteurs, ils enregistrent la teneur en gaz carbonique et oxygène. Oui, tout à fait. Ils enregistrent d'autres choses, mais ils enregistrent. Il y a ce qu'on appelle un feedback. Ils renseignent le cerveau, ils renseignent le cervelet en particulier sur ce qui se passe en périphérie. Il y a des mêmes genres de récepteurs au niveau des gros vaisseaux du cœur. C'est un système qui est hyper compétent. C'est véritablement, vous ne pouvez pas le blouser. C'est quelque chose. Dès l'instant où vous refroidissez une extrémité, vous refroidissez le poignet ou vous refroidissez le cou, vous avez systématiquement une adaptation en fréquence cardiaque, en fréquence respiratoire. Je voulais vous parler un petit peu, là. On parlait de secourisme, on parlait de notion de liberté des voies aériennes supérieures. Alors, vous avez sûrement tous entendu parler de ce qui se faisait, de ce qui se fait encore en France, et c'est un modèle français, franco-français. Hein. Vous avez sûrement tous entendu parler de la position latérale de sécurité, la PLS. C'est franco-français cette affaire. Hein. Il y a énormément d'endroits autour de nous où ça n'est pas appliqué, et dans l'immense majorité du monde, ça n'est pas appliqué, la position latérale de sécurité. Donc ça a été pensé dans les années 60, parce qu'il y avait énormément de morts sur la voie publique, dans les accidents. On était à 17 000, je crois, en 73-74 morts. Donc un accidenté de la voie publique, c'était quelqu'un qu'on mettait sur le côté en position latérale de sécurité. Dans le modèle qui fonctionne le mieux, à mon goût, le modèle américain, je ne sais pas si vous avez vu des films comme Urgence, etc. Quand les gens arrivent aux urgences, ils sont immobilisés sur des plans durs, avec de chaque côté quelque chose qui leur tient la tête, mais ça ne viendrait jamais à l'idée d'amener quelqu'un à l'hôpital en position latérale de sécurité. Nous, c'est ce que l'on apprend en secouriste. Une des premières choses que font les équipes médicalisées quand elles arrivent sur place sur un accident, c'est dès l'instant où on le peut, de mettre la personne, dès l'instant où on a fait le bilan, de le mettre sur le dos. S'il ne ventile pas, ou s'il ventile mais que ce n'est pas suffisant, s'il n'est pas conscient, on va l'intuber, on va lui mettre un tube. Alors dans le modèle français, on le met en position latérale de sécurité, on l'intube et on l'amène à l'hôpital. Dans le modèle américain, anglo-saxon, général, qui est quand même le modèle dominant, hein, on le met à plat, mais on ne le ventile pas par intubation, on ne lui met pas un tube dans la gorge, on le ventile tout bêtement. Voilà. Ça ne donne pas de moins bons résultats, ça donne même sans doute de meilleurs résultats. Donc c'est nous qui avons tort. On n'a pas tort à proprement parler, c'est très difficile de faire comprendre ça aux secouristes. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Ouais. Si vous êtes dans un système de secouristes avec un renfort médical, le SAMU, avec de la régulation médicale qui cherche des places, dans des hôpitaux qui n'accueillent pas tout le monde, on a relativement un bon système. Dans le système américain, vous avez un accident, on envoie une équipe qui ramène à l'hôpital. Ça te sauve. Voilà. Alors, si j'ai un gros problème, je préfère vraiment avoir ce gros problème dans le modèle anglo-saxon que dans le modèle français. Okay. Ça fait 33 ans
de l'âge du Christ. 33 ans que je suis médecin urgentiste. Et plus j'avance en âge et plus je me dis qu'on a faux dans plein de choses. Écoutez un peu ce qui se dit là actuellement après les attentats depuis 2 ans. Vous voyez qu'il y a véritablement une grosse réflexion qui mérite d'être faite sur est-ce qu'il faut médicaliser, est-ce qu'il faut rechercher des places, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'amener les gens rapidement sur place. Donc tout ça pour vous dire que nous, on a un comportement qui est très particulier sur la prise en charge des détresses respiratoires. Alors, ce qu'il faut comprendre sur la liberté des voies aériennes supérieures, c'est que si vous avez quelqu'un en position latérale de sécurité, vous assurez le minimum. Okay. S'il vomit, par exemple s'il est alcoolisé, ce qui est quand même le cas de la plupart des gens inconscients qu'on est amené à prendre en charge sur la voie publique à Paris aujourd'hui, vous allez vous en tirer relativement bien, parce que ça lui évitera de vomir dans les bronches. Par contre, si c'est un traumatisme crânien, si c'est un accident de la voie publique, si c'est quelqu'un qui tombe d'un échafaudage, là, à ce moment-là, dès l'instant où il sera sur le dos, il va falloir l'aider à respirer. Vous n'allez pas le manipuler. On va respecter l'axe entre la tête, le cou, le tronc, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va l'aider à respirer. On oublie ça, une bouche à bouche. Alors, comment on va faire? Regardez-moi, de profil. Spontanément, quand on est sur le plat, on est comme ça. Première chose à faire, c'est de faire une bascule de la tête en arrière. Quand vous faites la bascule de la tête en arrière, vous augmentez la probabilité que les voies aériennes soient alignées. Okay. Et plus encore, après avoir fait la bascule de la tête en arrière, vous allez lui remonter le menton un petit peu plus. Donc là, vous allez dire... Voilà, tout à fait. Il y a un appareil qui fait ça, c'est une canule. Alors cette canule était très utilisée, il fut une époque. Donc on fait tout un tas de choses sans avoir réfléchi à l'utilité première. Typiquement, en France, vous avez un accident, vous êtes inconscient, on va vous mettre un collier cervical qui va vous empêcher de respirer, on va vous mettre une canule qui va vous aider à respirer. On ne va pas s'occuper du tout de savoir si vous avez un traumatisme crânien ou pas, ou un traumatisme cervical. Bon, en général, si c'est un motard qu'on ramasse, on a une petite idée qu'il peut avoir un traumatisme crânien, voire un traumatisme cervical. Mais le systématique de l'affaire, c'est pas justifié. Donc il faut bien comprendre mécaniquement, chez la plupart des gens que je vois ici, il n'y a pas de souci. Vous avez tous des coups de taille moyenne, vous n'êtes pas en surpoids, vous n'avez pas une très grosse langue, a priori. Imaginez quelqu'un qui est trapu, avec un cou court, une grosse langue, vous le mettez sur le dos, c'est pas top, hein, il ne part pas gagnant. Position latérale de sécurité, ça lui facilite pas plus la vie que ça. Donc s'il va vraiment pouvoir lui faciliter les choses, c'est que vous lui mettiez la tête en hyperextension avec une bascule de la tête et l'hyperextension. Et si on lui tire la langue? Non, ça se fait pas. Non. Non. Non, mais pas. Non, mais... Non, non. Mais ça fait quoi? Je sais qu'il y a des... Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu quelque chose là-dessus, justement, les gens qui s'obstinent à tirer la langue des personnes inconscientes. Alors, visiblement, il y a des gens qui ont lu ça, qui le font, c'est une catastrophe. Parce que les gens disent qu'on appelle notre langue... Oui, je sais. Non, en fait, ça y est, ça me revient. Ça vient des sportifs américains. Dans le milieu sportif américain, les gens non initiés, c'est-à-dire les gens qui regardent les matchs par exemple, quand ils interviennent, spontanément, leur premier réflexe, c'est de penser que les personnes inconscientes vont avaler leur langue. Donc ils mettent les doigts dans la bouche et ils sortent la langue. Ce qui n'est pas du tout un bon plan. Ce qu'il faut faire, c'est basculer la tête en arrière. Et, on touche pas la langue. Oui, c'est Ouais, ça, mais genre, la langue, il y a des bah, cris elle est, d'épilepsie, là. Par contre, là, il faut la tenir. Normalement, simplement le fait de basculer la tête et de baisser la mâchoire, c'est ça. Hein? Non, oui, mais si c'est quelqu'un de plus épais. Et en plus, comme vous Tirez dites, pas la langue, il a faim. Vous allez mettre le doigt dans la bouche de quelqu'un, vous risquez de déclencher un réflexe nauséeux, vous risquez de vous faire mordre si jamais il fait une crise convulsive.
Soit il y a une mort dans Ouais, Alors, ça fait plus Bon, dangereux. ça, c'est quelque chose qui date il y a très longtemps. Je sais que dans les années 50, je crois, il y avait des appareils qui permettaient d'abaisser la langue pour faciliter C'est ça. la ventilation. Et ensuite, on a inventé la guédelle. C'est quoi? La guédelle, c'est quoi? C'est le même appareil, mais avec l'air qui passe. Ok? Ouais. Alors, on va passer en revue des pathologies que vous allez rencontrer, parce que les gens meurent beaucoup de ça. Les gens qui ne meurent pas de problèmes cardiaques, les gens qui ne meurent pas d'accidents vasculaires cérébraux, qui ne meurent pas de cancer. Les sujets qui meurent jeunes ou moins jeunes meurent très souvent de pathologies respiratoires. Alors les pathologies respiratoires les plus fréquentes, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous avez ça un peu plus loin dans le texte. L'insuffisance respiratoire chronique, qui est l'évolution secondaire. On va également parler de l'asthme. On parlera également de l'œdème pulmonaire et de l'embolie pulmonaire. Moi, je vais vous quitter, j'ai un rendez-vous à 4 heures. Est-ce que je peux vous laisser ma clé? Oui. Vous laissez la caméra là, je m'en occuperai, mais si vous partez avant la fin de mon rendez-vous, vous laissez tout comme ça, mais seulement fermez la porte à Oui, clé. d'accord. Ça marche. Et vous l'amenez à Florence. Voilà. D'accord. Ce sera- Je vous la laisse. Y a pas de souci. Désolé. Oui, pas de souci. On terminera en parlant de l'œdème aigu du poumon et de l'embolie pulmonaire. C'est des pathologies qui concernent le poumon, mais qui concernent aussi également le système cardiovasculaire. Donc, en général, OAP, c'est plutôt sur le versant cardio, et embolie pulmonaire, c'est plutôt sur le versant cardiovasculaire, mais on va en parler, comme ça sera liquidé. Vous devez terminer à quelle heure? 17h? Ouais. On aura terminé à 16h30. D'accord. C'est dommage, on va trouver autre chose. Merci Rachel. Merci Rachel. Vendredi soir, vous avez sûrement d'autres chats à fouetter, je pense. Ah oui. Vous allez faire la chouille dans Paris. Hein. Je veux pas voir ça. Non, c'est mieux. On vous invite. Mais avec nous. Alors, On vous invite. ne tentez pas. Alors, la bronchopneumopathie ou bronchopathie chronique obstructive. Alors, c'est lié au tabagisme dans 90% des cas. Il y avait énormément de pathologies qui donnaient ça avant, mais qui sont quasiment en voie de disparition. Et ceux qui étaient véritablement très concernés par ça, surtout qu'il y avait pas mal de fumeurs parmi eux, c'était les mineurs. Donc il y a de moins en moins de mineurs. Puis un mineur de 60 ans, c'est pour pas les rues. Hein. Ceux qui ont fait une carrière de 30 ans dans les mines en général, ils ont jamais vu la couleur de leur retraite. Ça concernera 20 à 30% des fumeurs fumant plus de 20 cigarettes par jour avec un tabagisme à 30 ou 40 années. Okay. C'est plutôt plus rapide chez les femmes. 30 paquets années, vous risquez d'avoir ce genre de soucis. C'est quoi la définition de la bronchopneumopathie chronique obstructive? En fait, c'est une gêne respiratoire. Les gens se rendent bien compte qu'ils ont une limitation de capacité respiratoire pulmonaire. À 30 ans, à 40 ans, en général, ils ne s'en rendent pas encore compte. Mais à partir de 50 ans, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont plus la caisse qu'ils avaient à une époque. Et ça, ils ne peuvent rien faire contre, parce que c'est tout leur système, toute leur architecture du poumon qui est fibrosée. Fibrosée, ça veut dire qu'il y avait des structures qui étaient élastiques qui ne le sont plus. Okay. D'accord. Et comment on peut se prémunir de... Pas fumer. Laisse. Pas fumer. Pas fumer, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche Non mais arrière. comment on peut le sentir qu'on va avoir un truc comme ça Bah, il faudrait Et faire on de fait façon des assez années. régulière des épreuves fonctionnelles respiratoires. Ok. Mais dès l'instant où vous êtes sportif, vous allez bien vous rendre compte ce que vous faisiez à 40 ans et ce que vous faisiez il y a 30 ans, c'est assez logique. Hein, une montée en refuge ou une balade je sais pas, en vélo, la sanction elle est assez rapide. Ouais. Ensuite, bon, il y a des gens qui peuvent pendant très longtemps fumer et avoir une activité sportive, mais au bout d'un moment, ils vont plafonner, ils vont bien se rendre compte que, encore une fois, il n'y a pas
Il n'y a pas de marche arrière. Et ça, c'est de la fibrose. C'est le remplacement d'un tissu élastique par du tissu fibreux. Donc là, c'est définitif. Comme on disait tout à l'heure, si vous arrêtez de fumer à n'importe quel moment, les choses vont s'améliorer. Il y aura un petit gain. Mais en fait, vous allez remplacer le tissu fibreux, il est définitif, et vous allez augmenter votre capacité de tissu élastique. Vous allez développer encore du tissu élastique. Si vous étiez un grand sportif, le tissu élastique que vous pouviez développer, il est déjà développé. Il y a des grands sportifs qui se sont mis à cloper comme des malades. Hein. Je pense en particulier à Platini, c'est assez extraordinaire. Enfin, il a pris 30 kilos, il fume comme un taré. Je pense qu'il a fait le profil de l'insuffisance respiratoire à terme, quoi. Ah ouais, d'accord. Pourtant, c'est un type qui devait avoir une VO2 max à 70, il fait l'époque. Et non plus. Alors, il y a des gens qui fument de moins en moins, il y a des gens qui fument de plus en plus. En France, c'est les femmes qui fument de plus en plus. Globalement, les gens fument un petit peu moins. Quelle que soit la cigarette que vous fumez, c'est totalement indifférent. Les facteurs d'agression sont les mêmes, quels que soient les tabacs, le light, le pas light, etc. On s'en fiche. Il y a des endroits où ça se développe énormément, particulièrement dans les pays de l'Est, dans les pays d'Extrême-Orient, la Chine, qui a un très gros problème, qui continue de fumer des cigarettes avec des très gros taux de goudron et de nicotine. Donc ça ne leur promet pas un avenir génial. Troisième cause de mortalité, quand même. Hein. Surtout chez eux. 3% de la population adulte en France. C'est quoi la définition de ces 3%? C'est des gens qui vont faire une bronchite chronique 2 fois par an. Okay. À partir du moment où 2 années de suite, vous avez fait 2 bronchites dans l'année, ça fait 4 bronchites, ou on va dire 3 bronchites en 3 ans, ou enfin 5 bronchites en 3 ans, voilà, c'est de cet ordre-là. Mais c'est des bronchites régulièrement, en hiver en particulier. Et pour des facteurs déclenchants, pas plus importants que ça, c'est-à-dire des gens qui faisaient des rhinopharyngites avant et qui maintenant se mettent à faire des bronchites. Bronchite, ça sous-entend, c'est mise sous antibiotiques, mise sous corticoïdes, mise sous bronchodilatateurs, sous corticoïdes inhalés, etc., avec parfois de la kinésité respiratoire. Donc ça peut apparaître chez quelqu'un à 45 ans. Mais en règle générale, ça va attendre 55-60 ans. Okay. « 20 000 décès par an, bon, sur 600 000. Dans tous les cas, c'est quelque chose dont devraient être véritablement instruits les gens qui ont déjà une pathologie respiratoire. Les asthmatiques en particulier, un asthmatique qui vit à Paris et qui fume, il ne part pas gagnant lui aussi. De toute façon, souvent c'est assez fatal. Moi j'ai une amie qui est asthmatique et qui habite à Paris. Hein. Elle a arrêté de fumer à cause de ça. Hein. En fait, ses poumons, elle n'arrêtait pas de tousser, elle supportait plus. Elle a repris elle a commencé à fumer un peu, sur pas longtemps. Hein. Au bout d'une semaine de nouveau, c'était revenu, ses problèmes aux poumons. Ça, c'est spectaculaire. Les gens qui ont une pathologie respiratoire, des fois simplement une cigarette, ça les fait tomber dans vraiment, ça a été assez. De tout, ronflement chez les hommes. C'est un truc qui est très marrant. Alors, les insuffisants, les bronchopathies chroniques obstructives, chez les sujets jeunes et asthmatiques, en milieu urbain, c'est surtout l'été à cause de la pollution. Et chez les personnes un peu plus âgées, asthmatiques ou pas, à BPCO, eux, c'est plutôt en hiver. Alors c'est assez extraordinaire, parce qu'il va y en avoir beaucoup âgés qui vont mourir en hiver, beaucoup jeunes qui vont mourir en été. C'est quand même assez extraordinaire, à 25 ou 30 ans, de mourir d'un asthme aigu grave en région parisienne. C'est assez fou. Sélection naturelle. On parle de ça. Il y a 30 ans, ça n'avait rien d'exceptionnel. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé plein de fois de voir des sujets jeunes, enfin des ados, des jeunes adultes, mourir d'asthme aigu grave sur des épisodes de surinfection. Je ne leur posais pas la question de savoir s'ils clopaient, parce qu'à l'époque, c'était pas véritablement le problème lors d'un interrogatoire. C'était quand même des morts totalement indues. Alors, c'est l'évolution, pas terminale, mais c'est l'évolution d'une BPCO si les gens continuent d'entretenir
ou l'exposition au tabac, ou l'exposition à un autre allergène. La pollution, c'est un facteur déclenchant. Asthmatique et pollution. On sait que par exemple en On va Chine, emmener justement, Ouais. ils ont des gros problèmes de santé Bah ouais. à cause de la pollution. Non mais je vois des images de Pékin, c'est surréaliste. Ah Ils ouais. vivent avec un clocher de nuages, de Ils pollution. voient jamais le soleil, hein. Ouais. Ils connaissent pas. C'est vrai? Ah bah oui, Ah oui, vraiment. oui, tout à fait. Tu verras jamais le soleil là-bas, Japon, Chine. Ah bon, c'est triste ça. Au Japon, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas pour ça. Japon, je sais pas. Non, Enfin, il y pour a ce qui est pas pour de ce qui est- soleil. pour ce qui est- Ah ouais, pour ce qui est de c'est pas Pékin, affecté C'est les pas deux, bon, la ils même voient pour pas le la soleil, quoi. Comment qu'il y a une- C'est surtout en Chine. Ah, le pollution. pollution, ouais. alors, qui est-ce que ça concerne? Donc, l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, ça a concerné, je vous parlais tout à l'heure des mineurs, la silicose, on n'en voit quasiment plus. La tuberculose, on en voit de plus en plus, mais c'est une tuberculose d'importation, parce que c'est une tuberculose qui nous est apportée par des populations subsahariennes. C'est en particulier des populations qui sont très fragilisées quand elles arrivent en milieu urbain par la pollution, et également par le tabac, pour peu qu'ils se mettent à fumer. En général, les blagues se mettent pas tellement à cloper. L'asthme, donc l'évolution, un asthme très évolué, pas tellement chez les sujets jeunes, parce que maintenant ils savent à peu près s'auto-observer, mais chez les vieux asthmatiques, c'est assez fréquent. Il y a des gens qui sont insuffisants respiratoires chroniques, qui n'ont jamais clopé, qui n'ont jamais été exposés à la pollution, c'est simplement l'évolution de leur asthme. Bon, ils ont 70 printemps. Insuffisant respiratoire chronique, c'est des gens que vous croisez qui font leur marché avec la bouteille d'oxygène. Hein, on est bien d'accord. Et la bronchite chronique, donc nos ex-fumeurs. Alors c'est des gens qui en permanence vont avoir des sueurs et une cyanose. Alors, le taux d'oxygène dans le sang, il est très, très bas. Et ça va leur donner souvent un aspect de cyanose au niveau des extrémités, au niveau des lèvres, au niveau des ongles. Et à côté de ça, il y a le taux de gaz carbonique qui s'élève aussi. Donc ça va souvent leur donner des sueurs. Donc vous avez des gens qui sont, on dit polypnéiques, des gens qui ont une respiration très rapide et superficielle, parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser beaucoup de leur capacité respiratoire. Ils ne peuvent plus, ils n'en ont plus. Avec une cyanose des lèvres, du visage, des extrémités, des ongles en particulier, et des sueurs. C'est des gens qui sont, quand ils sont comme ça, en crise, ils sont subclaquants. Hein. Donc le tout, ce qui va les sauver, c'est de leur donner de l'oxygène à petite dose, Pour ces trois maladies-là, c'est cyanose et sueur. Pardon? Pour ces trois maladies-là, c'est cyanose et sueur. J'entends pas. Pour ces trois maladies-là, ils ont les cyanoses et la sueur, c'est ça? Non, ces trois maladies-là sont des causes d'insuffisance respiratoire chronique. Ouais. Et les insuffisants respiratoires chroniques, quand ils sont Ah, d'accord. à la phase d'évolution finale de ces trois maladies-là, ils ont en crise Ouais. un tableau de cyanose des extrémités, des lèvres, et également des sueurs, quand ils sont en crise. Quand ils sont équilibrés, qu'ils font rien, qu'ils ne sortent pas de leur fauteuil, c'est pas un problème. Et quand ils se lèvent pour aller du fauteuil pour ouvrir la porte, ils sont en détresse respiratoire des fois. Ok. C'est pour ça que ces gens ont chez eux des bouteilles d'oxygène avec des extracteurs en permanence, ils dorment la nuit avec, et des bouteilles d'oxygène quand ils sortent dans la rue. Autrement, l'asthme, la tuberculose et la bronchite chronique, c'est des gens qui, à l'état basal, peuvent avoir une activité limite, quoi. Peuvent même faire des efforts, mais pas plus, quoi. Enfin, l'asthmatique en particulier, c'est quelqu'un qui peut faire tous les efforts du monde, sauf s'il est en crise. L'asthmatique, il n'a pas de contre-indication au sport, il faut même à la limite qu'il en fasse. La plongée, il ne peut pas en faire. Au mélange, non, il ne peut pas en faire. En général, enfin, moi, je ne lui mettrais pas une contre-indication à faire palme, masque, de tuba. Il ne faut pas qu'il tape trop profond, quoi. Ouais. Dès l'instant où il prend des bronchodilatateurs, faut pas qu'il. Moi, je pense qu'il a une contre-indication. Mais il faut savoir que c'est franco-français, ça aussi. Fédération française des sports sous-marins. C'est une contre-indication pour les médecins. À côté de ça, vous plongez. L'école PADI, l'école anglo-saxonne,
il n'y a quasiment pas de contre-indication de cet ordre. Enfin, ils vivent un peu dangereusement. Oui. Ils ne contre-indiquent pas, par exemple, les traitements, les bêta-bloquants pour l'hypertension. Bon. Ceci dit, quand on voit le folklore des plongées paddy, des fois, c'est... On pense qu'il faudra un peu plus de rigueur à la française. Ouais, Bon, plus fréquente chez le sujet, j'enfonce une porte ouverte chez le sujet de 60 ans. C'est la fin de la carrière. L'asthme. Alors théoriquement, il y a, je crois que là dans la pièce, il devrait y avoir un asthmatique ou quelqu'un qui a été asthmatique un jour. Alors, on n'est pas asthmatique avant 3 ou 4 ans. Avant, c'est des bronchites asthmatiformes. Et très souvent, l'asthme se guérit aux alentours de l'adolescence. Ensuite, il y a des gens qui restent Ça se guérit, asthmatiques. ça Oui, L'asthme, ça se guérit? l'asthme, Ouais. oui, se guérit. Oui. Ah bon? Mais il disparaît, il se guérit. Enfin, il Mais il disparaît. revient. Non, il ne revient pas. Enfin, il peut revenir. Vous avez des gens qui ne font pas de crise d'asthme pendant 30 ans et qui refont une crise parce qu'ils sont exposés à un allergène. Mais on peut les estimer guéris. Un asthme, on dit qu'on est asthmatique quand on prend tous les jours un traitement pour l'asthme. Si vous ne prenez pas tous les jours un traitement pour l'asthme, vous êtes asthmatique. Oui, ok, d'accord. Enfin, on avait l'affaire. Si vous avez de la ventoline avec vous, vous êtes asthmatique. C'est-à-dire que vous appréhendez le risque. C'est le fait que vous puissiez déclencher une crise et que vous avez la ventoline avec vous, enfin le bronchodilatateur, vous êtes réputé asthmatique. Et à ce moment-là, ça vous exclut de pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme, en fait, c'est quelque chose de très particulier. Parce que c'est à la fois, il y a à la fois un truc physiologique, c'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe au niveau des poumons, au niveau de la musculature des bronches, mais il y a des facteurs déclenchants qui sont un petit peu atypiques, à savoir que ça va être modulé, on va dire, par une exposition à un allergène. Le fait que vous soyez exposé de manière aiguë à quelque chose auquel vous êtes allergique, ou vous ne saviez pas peut-être que vous étiez allergique, ça peut vous faire déclencher une crise d'asthme. Okay. Ça peut faire aussi déclencher une crise d'asthme à quelqu'un qui n'a jamais été asthmatique. C'est assez exceptionnel, mais il y a des gens qui peuvent commencer une crise d'asthme à 20 ans, mais dans une situation bien particulière. J'ai le souvenir